Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Salle secrète dans la pyramide. De nouvelles fouilles ont révélé des salles secrètes à l'intérieur de l'une des pyramides les plus mystérieuses d'Égypte. Mais ce n'est pas vraiment le genre d'endroit que l'on retrouve dans la plupart des itinéraires touristiques. Les archéologues ont exploré la surface de la pyramide de Saouré, qui date de 4000 ans et remonte à la 5e dynastie. Depuis des siècles, ce monument ancien se dresse comme un témoignage de l'ingéniosité égyptienne et un symbole du pouvoir divin du pharaon. Mais sous son imposante mais aussi croulante façade se cachait un secret, un réseau de chambres jusqu'alors inconnues. Et à quoi servait-elle? Était-elle remplie de trésors ou peut-être de quelque chose d'encore plus mystérieux? La pyramide fut érigée en tant que monument funéraire pour le légendaire souverain Saouré. Et c'est d'ailleurs le tout premier roi égyptien enterré dans la nécropole d'Abou Sir. Son règne n'a pas été marqué par des conquêtes sanglantes. Saouré a gouverné sur une Égypte paisible et prospère en faisant du commerce avec des terres étrangères pour renforcer l'économie de son royaume. Il a développé une marine puissante et ouvert des mines. La pyramide de Saouré est particulièrement célèbre pour ses sculptures exquises. Les reliefs y dépeignent des scènes de la vie quotidienne, des rites religieux et la nature divine du pharaon. Ces décorations offrent un aperçu précieux de la culture et des croyances de la 5e dynastie. Mais rien dans ces décors ne nous indique ce que contiennent les salles secrètes. Grâce à des scans laser 3D, les scientifiques ont découvert un passage secret. Ce passage a mené les chercheurs à 8 chambres de stockage jusqu'alors inconnues. Malheureusement, les révélations s'arrêtent là. Il n'y avait rien dans les salles qui puisse indiquer ce qui était entreposé. Bien que les salles soient vides, il est possible que des trésors y aient été pillés par le passé. Comme vous le savez déjà, les tombes égyptiennes étaient souvent la cible de pilleurs, donc l'absence d'artefacts n'est pas très surprenante. Les dômes sur les murs et les plafonds suggèrent que tout secret contenu dans ces chambres a été perdu depuis bien longtemps. Mais l'existence même de ces espaces cachés ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à la pyramide. Comment une structure aussi massive et complexe a-t-elle été construite? Et quels secrets recèle-t-elle encore? Vous connaissez déjà les théories les plus audacieuses qui parlent de récepteurs d'énergie, voire d'émetteurs, pour expliquer l'architecture élaborée et le besoin de chambres cachées. Mais une théorie plus simple suggère que les chambres pourraient avoir eu une fonction religieuse ou symbolique, peut-être liée au voyage du pharaon dans l'au-delà. Le fait que les salles soient si bien dissimulées pourrait avoir été intentionnel, symbolisant un espace secret ou sacré. Et pour rajouter au mystère, personne n'a jamais été en mesure de comprendre comment la pyramide a été bâtie, tant elle est gigantesque et complexe. Et si le contenu des salles de stockage secrètes avait été révélé, cela aurait peut-être pu lever le mystère. Pour l'instant, les chambres cachées dans la pyramide de Saouré demeurent une énigme, nous laissant dans l'incertitude quant à la véritable fonction des pyramides. L'homme pétrifié de Suède. L'une des découvertes archéologiques les plus étranges a eu lieu avant même que l'archéologie ne devienne une discipline à part entière. Ce que des mineurs ont découvert le 2 décembre 1719 va vous époustoufler. C'est à la fois une histoire de disparition et d'archéologie, avec même un rebondissement à la fin. Ce jour fatidique, il y a 300 ans, des mineurs en Suède ont découvert un homme mort dans un puits minier rempli d'eau. La mine n'était plus souvent utilisée et avait été en grande partie abandonnée. Les restes étaient assez macabres. Non seulement l'homme était mort, mais ses jambes avaient été amputées et manquaient. Il paraissait ancien, mais le plus étrange était qu'il ne montrait aucun signe de dégradation. Son visage, ses mains et même ses vêtements étaient en parfait état, comme s'il était mort la veille. Personne ne comprenait ce qui était arrivé à cet homme, ni comment il n'avait pas pourri. Et la première étape fut de vérifier les cas de disparition récents, ce qui n'était pas facile dans les années 1700. Il fallait en gros demander autour de soi si quelqu'un avait disparu. Cela n'a rien donné. Mais ce qui s'est passé ensuite est franchement flippant. Lorsque le corps a été remonté à la surface, il s'est instantanément desséché et raidi. Les hommes qui l'avaient remonté ont vu le corps se transformer sous leurs yeux, passant d'une masse détrempée à quelque chose d'aussi dur qu'un bloc de bois. Et ceux qui étaient présents ont dit que le corps s'était transformé en pierre. C'est ainsi que l'homme a obtenu son surnom, le mineur pétrifié. Mais que faire du corps d'un homme sans jambes au XVIIIe siècle et qui défie toute explication rationnelle? Eh bien, on l'a mis en exposition. Le mineur pétrifié a été exposé pour que tout le monde puisse le voir, présenté comme une momie aux propriétés naturelles mystérieuses découvertes sous terre. Puis, sa fiancée ou bien sa prétendue fiancée s'est manifestée. Lorsque Margaret Hausdotter est venue voir le cadavre mystérieux, elle a été choquée de reconnaître son fiancé. Il a identifié le corps comme étant celui de Fetmat Israelson, avec qui elle était fiancée avant sa disparition soudaine en 1677,
soit 42 années plus tôt. Mais comment juste Fetmat s'est-il retrouvé dans la mine, sans jambes, et pourquoi sa fiancée ne l'a-t-elle pas signalé comme disparu? Ce serait une chose s'il avait disparu et été retrouvé mort dans un fossé, mais dans un puits minier abandonné, avec 2 membres en moins, et qu'en est-il de ce phénomène étrange de non-décomposition? En vérité, cela s'est révélé moins mystérieux que prévu. Le naturaliste Carl Linnaeus a enquêté sur le mineur pétrifié et découvert qu'il avait été recouvert de vitriol, un type de pesticide aujourd'hui connu sous le nom de sulfate de cuivre. C'est le vitriol qui avait empêché sa décomposition. Mais dès que le vitriol s'était évaporé en surface, son corps a commencé à se dessécher très rapidement. Même si sa fiancée est apparue et l'a identifié, le mineur pétrifié est resté en exposition pendant encore 30 années. Il a été enterré à l'église locale en 1749. Ensuite, tout le monde a apparemment oublié où il était enterré. Et lorsque l'église a été rénovée plus d'un siècle plus tard, dans les années 1860, on l'a retrouvé une nouvelle fois sous les planchers. Et devinez ce qui lui est arrivé, roulement de tambour, eh bien, il a été remis en exposition dans une vitrine spéciale. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Et notre mineur pétrifié a été enterré une seconde fois en 1930 et repose aujourd'hui dans le sol. Et son cas reste toujours techniquement non résolu, car plusieurs femmes ont affirmé avoir été fiancées à Fetmat. Il est possible que ce ne soit même pas son nom. Les femmes auraient très bien pu mentir en prétendant être fiancées aux mineurs sans jambes dans le but d'obtenir des avantages financiers en tant que veuve d'un mineur décédé. Quant à ce qui est arrivé à ses jambes et comment il est arrivé dans la mine, c'est un mystère que personne ne résoudra jamais. Et si vous voulez voir Fetmat en personne, oui, c'est possible, mais rassurez-vous, c'est un poil moins macabre que ce que vous pensez. Il existe une réplique que vous pouvez découvrir au centre des visiteurs de la grande montagne de cuivre de Falun la prochaine fois que vous serez en Suède. Le dieu anonyme. Un dieu ancien, sans nom et arborant une barbe stylisée, a récemment été trouvé dans un sanctuaire en Turquie, près de l'ancienne ville de Dolish. Les scientifiques sont perplexes car ils ne parviennent pas à identifier cette divinité. Le dieu semble être couvert de symboles célestes qui pourraient représenter des corps célestes, le soleil, la lune, des étoiles ou des signes du zodiaque. Mais les chercheurs ne peuvent pas identifier avec précision ce que ces symboles signifient. Ce dieu mystérieux pourrait-il être la clé pour découvrir une religion oubliée? Une équipe de plus de 60 chercheurs de l'université de Münster en Allemagne a participé à cette récente découverte. Ils ont examiné le sanctuaire comme une équipe de médecins légaux sur une scène de crime, scannant un site vieux de 2000 ans à la recherche d'indices sur ce qui se déroulait en ce lieu étrange. L'équipe a découvert que le sanctuaire avait été utilisé à travers de nombreuses périodes, à commencer par l'âge du fer. Les humains se sont servis de cet endroit pendant des milliers d'années pour vénérer un dieu inconnu. Ensuite, bien plus tard, à l'époque des croisades, le sanctuaire est devenu un monastère chrétien. Le relief de pierre mesure environ 1,5 mètre et a été réutilisé comme contrefort à l'intérieur d'un mur du nouveau monastère chrétien. Lorsque le temple païen original a été converti, les chrétiens ont démoli les images des faux dieux et les ont utilisés comme matériaux pour construire leur monastère. D'après cette unique image, les experts pensent que ce dieu avait un lien avec la fertilité. Le docteur Michael Blomer explique que le relief montre le dieu émergeant d'un palais de feuilles orné de symboles célestes. Mais au-delà de cette interprétation, l'identification reste tout de même très vague. Des dizaines de dieux de la fertilité existaient à travers l'Empire romain et au-delà de ses frontières, peut-être même des centaines. Découvrir l'identité de ce dieu sans nom pourrait s'avérer impossible. Oui, je vous l'accorde, je suis un rabat-joie. L'épée dans la cave. Imaginez un peu le choc des archéologues découvrant une épée de samouraï du XVIIe siècle en plein centre de Berlin, en Allemagne, et non sur la terre des samouraïs, au Japon. On ne s'y attendrait jamais, et pourtant, c'est vrai. L'épée a été identifiée par des spécialistes comme étant un wakizashi, une arme typique des samouraïs qui combattaient pour les seigneurs féodaux il y a 400 ans. Un wakizashi était une arme de secours, une épée plus courte utilisée lorsque le samouraï était trop près pour dégainer son véritable katana. Il servait au combat rapproché et même pour la forme rituelle de suicide par éventration appelée le harakiri, tristement célèbre parmi les guerriers japonais. C'était une manière de mourir atroce. Et le rituel était également parfois utilisé comme peine capitale pour des crimes particulièrement graves. Mais comment juste une arme si exotique a-t-elle pu se retrouver en Allemagne? Elle a été découverte lors de fouilles dans une rue étroite autrefois bordée par des maisons et des bâtiments commerciaux. La rue avait été fortement endommagée par des bombes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et ce n'est que récemment que plusieurs caves effondrées ont été excavées. Les archéologues ont trouvé plusieurs chambres souterraines remplies de débris et d'artefacts datant de la guerre. La plupart des objets avaient probablement été rejetés pendant les derniers jours et heures de la bataille de Berlin. Les chercheurs ont trouvé des bottes, des harnais et beaucoup d'autres objets militaires, parmi lesquels le wakizashi fortement rouillé. La poignée est en étonnamment bon état avec son fourreau textile encore préservé. La lame n'est pas en état de couper grand-chose, bien qu'il pourrait infliger une vilaine infection en raison de toute la rouille. Et sur la garde de l'épée figure l'image de Daiko Kuten, une divinité japonaise de la fortune et de la guerre. Les experts pensent que l'épée n'appartenait pas à un samouraï, mais était probablement un cadeau d'une des missions japonaises en Allemagne, soit en 1862, soit en 1871. Et en parlant de samouraï, voici un fait historique curieux que vous n'avez probablement jamais entendu. Il a existé une période dans l'histoire où Abraham Lincoln aurait pu envoyer un fax à un samouraï japonais. Cela semble absurde, je le sais, mais c'est la réalité du 19e siècle. Le premier télécopieur a été inventé en 1843. Les samouraïs étaient encore influents au Japon jusqu'à leur disparition en 1867, et Abraham Lincoln est mort en 1865. Cela aurait été un tout petit peu juste, mais techniquement possible. L'inventeur écossais Alexander Bain a breveté le télégraphe électrique alors que les samouraïs combattaient encore avec des katanas. La machine existait avant la mort de Lincoln, bien que le premier service de télécopie entre Paris et Lyon n'ait été officiellement établi qu'en 1865. Et pour en finir avec les samouraïs, voici une véritable photo historique de véritables samouraïs japonais avec le sphinx encore non déblayé. Je sais, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais j'adore cette photo. La mort par 1000 coupures. Certains d'entre vous ont déjà entendu l'expression « mort par 1000 coupures ». Mais saviez-vous qu'il s'agissait d'une véritable technique d'exécution pratiquée en Chine pendant près d'un millénaire? Elle s'appelait Ling Chi et ne fut abolie qu'en 1905. Cette méthode brutale d'exécution, l'une des pires jamais imaginées, a débuté au Xe siècle de notre ère, utilisée pour punir ceux qui étaient coupables de trahison ou de parricide. Mais à quoi ressemblait vraiment la mort par 1000 coupures? Avant de poursuivre, je dois vous avertir que certains trouveront peut-être ce sujet surprenant, effrayant, voire même choquant. Le Ling Chi était un démembrement lent et terrible, conçu pour être douloureux, humilier la victime, ainsi que pour dissuader d'éventuels traîtres. Sa nature horrifiante a rendu cette punition tristement célèbre et entretenait la peur parmi la population. La punition commençait par attacher la victime à un poteau en bois, normalement en public. Le reste était assez simple. Elle était coupée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cependant, le processus prenait beaucoup de temps. Les petites coupures commençaient au niveau de la poitrine, ensuite l'exécuteur passait aux bras et aux jambes. Mais ces coupures n'étaient pas vraiment de simples entailles superficielles, elles étaient assez brutales. Je vais vous épargner les détails les plus macabres et je ne montrerai certainement pas les photos troublantes de véritables exécutions par Ling Chi. Mais je peux par contre vous dire qu'à la fin du processus, la victime ressemblait à un véritable gruyère humain. Parfois, souvent même, avec des membres entiers manquants. Le Ling Chi remonte à la dynastie Tang qui a régné de 618 à 907 de notre ère. Les premiers registres indiquent que seulement une centaine de coupures étaient infligées avant la mort. Mais sous la dynastie Ming, de 1368 à 1644, les choses s'étaient emballées. Les registres montrent que l'exécution est passée de 100 coupures à plus de 3000, et au lieu de 20 minutes, l'acte pouvait durer des jours. Mais le Ling Chi allait au-delà même du physique pour toucher au métaphysique. Dans le confucianisme chinois, il est considéré comme immoral d'altérer son corps. 1000 coupures peuvent entraîner de nombreuses altérations. Les défunts étaient humiliés de leur vivant et leurs âmes étaient ainsi souillées dans la mort. Mais le Ling Chi a été parfois utilisé pour punir des individus réellement maléfiques. Des archives indiquent qu'une personne ayant agressé près de 182 femmes a été exécutée par cette méthode. Cependant, le Ling Chi servait également d'outil politique. En 1542, ses servantes ont été surprises en train de comploter pour assassiner l'empereur. Je pense que vous pouvez deviner leur sort. Et en 1510, un eunuque fut condamné au Ling Chi pour être devenu bien trop puissant. L'empereur Zhengdi craignait que cet eunuque ne devienne une véritable menace pour son règne. Alors, il fit de lui un exemple. La légende raconte que cet eunuque a été coupé plus de 3000 fois en 2 jours. Les gens du palais faisaient la queue pour acheter des morceaux de son corps et les consommer avec du vin de riz, apparemment.
Il existe même cette illustration du domaine public datant de 1858. Elle a été imprimée pour la toute première fois dans le journal Le Monde et montre le missionnaire français Auguste Chadelaine subissant une exécution par lynchie. Il avait été condamné à mort par 1000 coupures pour avoir tenté de prêcher le christianisme en Chine. Peut-on dire que le lynchie a peut-être été l'une des raisons principales pour lesquelles le christianisme est resté en dehors de la Chine aussi longtemps? Et la dernière exécution officielle par lynchie a eu lieu en 1905 avec la mort de Fu Zhuli. Il a été reconnu coupable d'avoir tué un prince mongol. Un soldat français a capturé cette mise à mort en photo et les images ont choqué le monde occidental, créant un énorme débat international. Peu après, la dynastie Qing a officiellement aboli la pratique. La stèle illisible de Montaureau. Est-ce que cette ancienne dalle de pierre pourrait être la clé d'une langue universelle perdue? En Espagne, des fermiers ont trouvé un morceau de pierre dans un champ et il intrigue les archéologues depuis. C'est une dalle ancienne, un épais morceau de roche gravé de symboles indéchiffrables. Les experts l'ont observé, se sont gratté le menton et l'ont longuement examiné, mais personne n'a réussi à percer le code préhistorique. Et selon certains, trouver la signification des symboles gravés sur cette dalle pourrait changer l'histoire. Il ressemble au caractère d'un langage écrit, mais il date de plusieurs milliers d'années. Les spécialistes pensent qu'il pourrait représenter le tout premier système d'écriture de la péninsule ibérique et serait en quelque sorte le berceau de la civilisation de cette région. Le plus fou, c'est que ces symboles ressemblent beaucoup à d'autres symboles trouvés gravés dans des pierres en Amérique, comme ceux des pétroglyphes de Three Rivers, et cette collection de plus de 21 000 gravures rupestres inclut des empreintes de main, des images de la faune et des motifs géométriques très étranges. Ces pétroglyphes américains sont disséminés sur plus de 20 hectares dans le désert de Chihuahua, au Nouveau-Mexique. Ils auraient probablement été réalisés par les mystérieux peuples Jornada Mogollon il y a environ 1800 ans à l'aide d'outils en pierre. Et cela devient encore plus intrigant. Les inscriptions mystérieuses de la stèle de Montaureau, composées de lignes tourmentées, de cercles, de boucles et de lignes disposées avec précision, sont presque identiques à celles de la pierre de Cochno en Écosse, gravée il y a 5000 ans. La stèle de Montaureau est vieille d'au moins 2300 ans, mais elle pourrait dater de bien avant. Des experts de l'université de Cambridge ont suggéré que les symboles auraient pu être gravés au IXe siècle avant l'ère commune. Ces trois monuments de pierre, séparés par des milliers d'années, arborant des symboles similaires, que signifient-ils et sont-ils connectés? Certains experts pensent que les symboles de la stèle de Montaureau sont un mélange d'écritures grecques, phéniciennes, arabes et cananéennes. C'est comme si quelqu'un avait pris toutes ces langues différentes et les avait mélangées, et cela rappelle un peu l'idée d'une langue universelle, comme celle que tous les humains parlaient soi-disant avant la destruction de la tour de Babel par Dieu dans les textes bibliques. Peut-être que cette dalle de pierre est la preuve que la tour légendaire de la Bible était bien réelle, et que tous parlaient la même langue autrefois. Je l'avoue, c'est un tout petit peu tiré par les cheveux, mais de façon plus réaliste, cela pourrait être la preuve d'un ancien langage écrit qui existait dans la péninsule ibérique et qui s'est perdu depuis. Ou plus simplement, peut-être est-ce la créativité humaine qui se manifeste de façon similaire à travers plusieurs périodes et plusieurs continents. Et cette grotte a été immergée pendant plus de 10 000 ans et son contenu est tout bonnement terrifiant. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.